Stu passa la journée du lendemain à refaire des bobinages à la centrale électrique. Il rentrait chez lui à bicyclette quand il entendit Ralph l'appeler du petit square qui se trouvait en face de la First National Bank. Il s'arrêta, posa sa bicyclette contre un mur et s'avança vers le kiosque à musique où Ralph était assis. « J'espérais te voir, Stu. As-tu une minute ?»« Oui, une seule, répondit Stu. Je suis en retard pour le dîner et Fran va s'inquiéter. »« Bon, d'accord, dit Ralph. À voir tes mains, t'as sûrement tripoté des fils électriques toute la journée. » Mais Ralph avait l'air absent et préoccupé. « Oui, dit Stu, et même avec des gants, on se fait mal aux mains. » Ralph hocha la tête. Il y avait une demi-douzaine de personnes dans le square. Certaines regardaient la petite locomotive du tortillard qui faisait autrefois la ligne entre Boulder et Denver. 3 jeunes femmes pique-niquaient sur la pelouse. Stu fut content de s'asseoir un peu. Il posa ses mains écorchées sur ses genoux. Après tout, je vais peut-être préférer le boulot de shérif, pensa-t-il. Au moins, je ne passerai pas mon temps à me couper les doigts. « Comment ça va là-bas » demanda Ralph. « Oh, tu sais, j'en sais trop rien, » répondit Stu. « Je donne un coup de main, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Brad Kirchner dit que ça marche comme sur des roulettes et qu'on devrait avoir de la lumière à la fin de la première semaine de septembre, et même peut-être plus tôt, et du chauffage au milieu du mois. Évidemment, il est un peu jeunot pour faire des prédictions. Oh, je suis prêt à parier sur Brad, je lui fais confiance, le coupa Ralph. Il a reçu une sacrée formation sur le tas, comme on dit. » Ralph essaya de rire, mais ce fut un soupir qui sortit, si profond qu'on aurait pu le croire venu du talon de ses bottes. « Et qu'est-ce qui ne va pas, Ralph » demanda Stu. « J'ai reçu des nouvelles sur ma radio, » répondit-il. « Certaines bonnes, certaines moins bonnes. Et je voulais t'en parler parce qu'on ne pourra pas garder le secret. Des tas de gens ont des CB dans la zone, et je suis sûr qu'on nous a entendus quand je parlais à ce groupe qui va bientôt arriver. »« Ils sont combien » demanda Stu. « Plus de 40, répondit Ralph, dont un médecin, George Richardson. Il a l'air d'un brave type, une tête solide. »« Ah bah c'est une bonne nouvelle, ça, dit Stu. »« Oui, répondit Ralph, il est de Derbyshire, dans le Tennessee. La plupart des autres sont à peu près de la même région. Bon. Apparemment, il y avait une femme enceinte avec eux. Elle a accouché il y a 10 jours, le 13. Le médecin s'est occupé d'elle, elle a eu des jumeaux. Ils étaient en bonne santé, au début. » Ralph se tut. Sa bouche semblait vouloir dire quelque chose. Stu le prit par le bras. « Ils sont morts ? Les bébés sont morts ? C'est ça que t'essayes de me dire ? Qu'ils sont morts ? Mais dis-moi, nom d'un chien !»« Ils sont morts, » répondit Ralph à voix basse. « Le premier, 2 heures après la naissance, apparemment il s'est étouffé. L'autre, au bout de 2 jours. Richardson n'a rien pu faire. La mère est devenue folle. Elle parlait de mort, de destruction, disait qu'il n'y aurait jamais plus de bébés. Arrange-toi pour que Fran ne soit pas là lorsqu'ils arriveront. C'est ça que je voulais te dire. Pour que tu la mettes tout de suite au courant, sinon quelqu'un d'autre va s'en charger. » Stu lâcha lentement la manche de Ralph. « Richardson voulait savoir combien nous avions de femmes enceintes, reprit Ralph. Je lui ai dit que nous n'en avions qu'une pour le moment, et il m'a demandé où elle en était. Je lui ai répondu qu'elle en était à son 4e mois, c'est bien ça. 5 maintenant, dit Stu. Mais Ralph, il est vraiment sûr que ces bébés sont morts de la supergrippe? Il en est vraiment sûr? Non, répondit Ralph, et il faut que tu le dises à Franny pour qu'elle comprenne bien. Le toubib pense que ça pourrait être plusieurs choses. L'alimentation de la mère, un problème héréditaire, ou une infection des voies respiratoires, ou bien simplement une malformation congénitale. Il a aussi parlé du facteur Rhésus, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Impossible de savoir. La femme avait accouché au bord de l'autoroute. Le docteur et 3 autres responsables du groupe sont restés debout très tard pour en parler. Richardson leur a expliqué ce que ça pourrait signifier si c'était vraiment la supergrippe qui avait tué les bébés, et il leur a dit qu'il fallait absolument en avoir le cœur net. Glenn et moi, nous en avons parlé le jour où je l'ai rencontré, dit Stu d'une voix inquiète. C'était le 4 juillet. Ça fait longtemps. Si c'est la supergrippe qui a tué les bébés, ça veut probablement dire que dans 40 ou 50 ans, nous pourrons laisser tout le bazar aux rats, aux mouches et aux hirondelles. Oui, c'est sans doute à peu près ce que Richardson leur a dit, dit Ralph. En tout cas, ils étaient à 60 kilomètres à l'ouest de Chicago,
et il les a persuadés de faire demi-tour le lendemain pour déposer les corps dans un hôpital où il pourrait faire une autopsie. Il m'a dit qu'il était sûr de pouvoir découvrir si c'était bien la supergrippe. Il a vu assez de cas à la fin du mois de juin, comme tous les docteurs sans doute. Oui, dis-tu. Mais le lendemain matin, les bébés n'étaient plus là, reprit Ralph. La mère les avait enterrés et elle refusait de dire où. Ils ont passé 2 jours à creuser, persuadés qu'elle n'avait pas pu s'écarter tellement du camp, ni les enterrer trop profond, puisqu'elle venait d'accoucher. Mais ils n'ont rien trouvé, et elle refusait absolument de parler, même lorsqu'ils lui ont expliqué que c'était très important pour tout le monde. La pauvre femme avait complètement perdu la boule. « Oh je la comprends, répondis-tu, en pensant à Fran qui désirait tellement son bébé. Le docteur a dit, reprit Ralph, que même si c'était la supergrippe, 2 personnes immunisées pourraient peut-être avoir un enfant immunisé. Ouais, il y a à peu près une chance sur 1 milliard pour que le père naturel du bébé de Fran soit immunisé, dis-tu. En tout cas, il n'est pas là. Oui, dit Ralph, j'ai l'impression que c'est presque impossible. Je suis désolé de t'avoir dit tout ça, Stu, mais j'ai cru qu'il fallait que tu le saches, pour que tu puisses le lui dire. Eh ben, je ne suis pas trop pressé de le faire, dit Stu. Mais lorsqu'il rentra chez lui, quelqu'un s'était déjà chargé de la besogne. Franny ? Pas de réponse. Le dîner était sur le feu, pratiquement brûlé, mais l'appartement était plongé dans le noir, et pas un bruit. Stu entra dans le salon et regarda autour de lui. Sur la table à café, 2 mégots dans le cendrier, mais Fran ne fumait pas, et ce n'était pas la marque des cigarettes que lui fumait. « Chérie !» Il ouvrit la porte de la chambre. Elle était là, couchée sur le lit, dans le noir, les yeux au plafond. Ses yeux étaient bouffis et ses joues encore mouillées de larmes. « Salut, Stu, dit-elle tout bas. « Et qui t'en a parlé ?» demanda-t-il furieux. « Qui était si pressé de te donner la bonne nouvelle ? Je vais lui casser la gueule à ce salopard. » « C'était Suzanne Stern, répondit-elle. Elle l'a appris de Jack Jackson. Il a une CB et il a entendu le médecin parler à Ralph. Elle a voulu m'en parler avant que quelqu'un d'autre ne mette les pieds dans le plat. Je suis une pauvre petite Fran, à manipuler avec précaution, ne pas ouvrir avant Noël. » Elle poussa un petit rire fragile. Il y avait tellement de chagrin dans ce rire que Stu eut envie de pleurer. Il traversa la pièce, se coucha sur le lit à côté d'elle, et lui écarta les cheveux qui tombaient sur son front. « Mais chérie, ce n'est pas certain. Il n'y a pas moyen d'être sûr. »« Oh, je sais, dit-elle, et je sais que nous pourrions peut-être avoir nos enfants à nous, même si c'était ça. » Elle se retourna vers lui, les yeux rouges, malheureuse. « Mais c'est celui-là que je veux. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans ?»« Rien, naturellement, dis-tu. »« Je me suis couchée, dit-elle. J'espérais qu'il allait bouger. Je ne l'ai pas senti bouger depuis le soir où Larry est venu quand il cherchait Harold. Tu te souviens ? » Oui. À ce moment-là, j'ai senti le bébé bouger et je n'ai pas voulu te réveiller. J'aurais dû, peut-être. Elle se remit à pleurer et se cacha les yeux avec son bras. Stu l'écarta, se rapprocha d'elle et l'embrassa. Elle le serra de toutes ses forces, puis se colla contre lui. « Le pire, c'est de ne pas savoir, » dit-elle d'une voix étouffée. « Tout ce que je peux faire, c'est attendre. Mais je vais devoir attendre si longtemps pour savoir si mon bébé va mourir le jour où il sortira de mon ventre. »« Mais tu ne seras pas toute seule, dis-tu. » Elle se blottit contre lui, et ils restèrent longtemps sans bouger. Nadine Cross était dans le salon de son ancienne maison depuis près de 5 minutes, en train de faire ses bagages, quand elle le vit assis dans un coin, nu, à l'exception de son slip, le pouce dans la bouche, fixant sur elle ses étranges yeux bridés gris-vert. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle poussa un hurlement. Les livres qu'elle s'apprêtait à mettre dans son sac à dos tombèrent par terre avec fracas. « Oh, Joe, Léo !» Elle posa la main sur sa poitrine, au-dessus du renflement que faisaient ses seins, comme pour apaiser les battements affolés de son cœur. Mais son cœur n'était pas encore prêt à ralentir sa course, main ou pas. Le découvrir tout à coup avait été un choc, mais le découvrir ainsi, habillé comme il l'était le premier jour dans le New Hampshire, agissant de la même manière, était encore bien pire. Le retour en arrière était trop brutal, comme si un dieu dément avait soudain faussé le temps, l'avait condamné à revivre les 6 dernières semaines.
Tu m'as fait affreusement peur, finit-elle par dire d'une voix blanche. Léo ne répondit pas. Elle s'avança lentement vers lui, s'attendant presque à voir un long couteau de cuisine apparaître dans sa main, comme autrefois. Mais sa main libre reposait sagement sur ses genoux, fermés. Elle vit qu'il avait perdu son bronzage, les cicatrices et les écorchures avaient disparu, mais les yeux étaient les mêmes, des yeux qui pouvaient vous hanter. La vie qui y avait fait son apparition, un peu plus chaque jour, depuis qu'il s'était approché du feu pour écouter Larry jouer de la guitare, avait maintenant complètement disparu. Ses yeux étaient comme ils avaient été lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois, et elle sentit une sourde terreur poindre en elle. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Léo ne répondit pas. « Pourquoi n'es-tu pas avec Larry et maman Lucie ?» Pas de réponse. « En tout cas, tu ne peux pas rester ici. » Elle voulut le raisonner, mais avant de continuer, elle se demanda depuis combien de temps déjà il était là. On était le matin du 24 août. Elle avait passé les 2 nuits précédentes chez Harold. L'idée qu'il était peut-être assis sur cette chaise depuis 40 heures, le pouce planté dans la bouche, lui traversa l'esprit. C'était une idée ridicule, naturellement. Il aurait eu faim et soif. Mais cette idée refusait de la quitter. Cette sourde terreur s'empara d'elle à nouveau, et elle comprit alors, avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à du désespoir, à quel point elle avait changé. À une époque, elle avait dormi sans aucune crainte à côté de ce petit sauvage, alors qu'il était armé et dangereux. Maintenant qu'il était désarmé, il la terrorisait. Elle avait cru que son ancien moi avait purement et simplement disparu, mais il était de retour, il était là. « Non, tu ne peux pas rester là, reprit-elle. Je suis venue chercher des affaires, je déménage. Je m'installe chez un homme. » Oh, Harold, un homme, gloussa une voix intérieure. Je croyais que c'était qu'un outil, un moyen pour arriver à tes fins. Léo, écoute. Mais il secoua la tête imperceptiblement. Mais elle le vit, et ses yeux sévères et brillants la fixaient. Tu n'es pas Léo demanda-t-elle. Encore ce mouvement imperceptible. Tu es Joe? L'enfant hocha la tête, à peine. Oh, comme tu voudras. Mais il faut que tu comprennes que ça n'a pas vraiment d'importance, dit-elle en essayant d'être patiente. Cette étrange impression d'avoir remonté le temps persistait, l'impression de se retrouver à la case de départ. Elle avait peur, et elle se sentait irréelle. Cette partie de nos vies, reprit-elle, la partie où nous étions ensemble, tout seuls, cette partie-là est finie. Tu as changé, j'ai changé, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Mais les yeux étranges restaient fixés sur elle dans une négation muette. « Oh, cesse de me fixer, dit-elle d'une voix sèche. C'est très mal poli. » Les yeux de l'enfant semblèrent devenir vaguement accusateurs, comme s'il disait qu'il était tout aussi impoli de laisser les gens tout seuls, et plus impoli encore de priver de son amour des gens qui en avaient encore besoin. « Tu n'es pas tout seul maintenant, dit-elle en se retournant. Et elle commença à ramasser les livres qu'elle avait laissés tomber. Elle s'agenouilla maladroitement, sans grâce, et ses genoux craquèrent comme des pétards. Elle commença à fourrer les livres pêle-mêle dans le sac à dos, par-dessus ses serviettes hygiéniques, son aspirine, ses sous-vêtements. Des sous-vêtements de coton bien ordinaires, tout à fait différents de ceux qu'elle portait pour les frénétiques plaisirs d'Harold. « Maintenant tu as Larry et Lucie, reprit-elle. Tu veux être avec eux, et ils veulent être avec toi. Du moins, Larry veut être avec toi. Et c'est ce qui compte, parce qu'elle veut tout ce qu'il veut. Un vrai paillasson, cette Lucie. Mais pour moi, les choses ont changé, Joe, et ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas du tout de ma faute. Alors tu ferais mieux d'arrêter d'essayer de me faire sentir coupable. » Elle commença à fermer les boucles de son sac à dos, mais ses doigts tremblaient tellement qu'elle n'y arrivait pas. Le silence s'appesantit dans la pièce. Elle se leva finalement et installa son sac d'un coup d'épaule. « Léo !» Elle aurait voulu parler calmement, raisonnablement, comme elle parlait aux enfants difficiles lorsqu'ils faisaient des colères du temps qu'elle était institutrice. Mais elle n'y parvint pas. Sa voix, qui partait en dents de scie, et le léger tremblement de tête qui salua le mot « Léo » ne firent qu'aggraver les choses. « Ce n'est pas à cause de Larry et de Lucie, » reprit Nadine d'une voix méchante. « Ça, j'aurais pu le comprendre. Mais c'est pour ce vieux tas que tu m'as abandonné. Je me trompe ? Pour cette vieille bonne femme, dans son fauteuil à bascule, qui passe son temps à sourire à tout le monde en montrant ses fausses dents. Mais elle est partie. Et c'est pour ça que tu t'es précipité chez moi ? Mais ça ne marchera pas, tu m'entends ? Ça ne marchera pas. »
Joe ne répondit rien. Et quand j'ai supplié Larry, quand je me suis mise à genoux et que je l'ai supplié, il ne fallait pas le déranger. Il était trop occupé à faire l'important. Tu vois bien, c'est pas de ma faute. Ah non, pas du tout. Le garçon se contentait de la fixer, impassible. La terreur revenait, plus forte que sa rage incohérente. Elle recula jusqu'à la porte, chercha derrière elle la poignée. Elle la trouva enfin, la tourna et poussa la porte qui s'ouvrit. Soulagée, elle sentit une bouffée d'air frais lui caresser les épaules. « Va chez Larry, murmura-t-elle. « Au revoir, petit bonhomme. » Elle recula et s'arrêta un instant sur la première marche, essayant de retrouver ses esprits. Tout à coup, elle se dit que tout n'avait peut-être été qu'une hallucination causée par son sentiment de culpabilité. Culpabilité pour avoir abandonné l'enfant, culpabilité pour avoir fait attendre Larry trop longtemps, culpabilité pour ces choses qu'Harold et elle avaient faites, et celles, bien pires, qui les attendaient. Peut-être n'y avait-il eu personne dans cette maison, après tout. Peut-être ce petit garçon n'avait-il pas été plus réel que les hallucinations de Poe. Les battements du cœur du vieillard, qui faisait tic-tac comme une montre enveloppée dans du coton, ou le corbeau perché sur le buste de Pallas. « Il frappe sans cesse à la porte de ma chambre, dit-elle tout haut, sans réfléchir. Et elle poussa un horrible petit croassement, sans doute pas tellement différent de celui des vrais corbeaux. Il fallait qu'elle en ait le cœur net. Elle s'avança vers la fenêtre, à côté des marches du perron, et regarda dans le salon ce qui avait été autrefois sa maison. Enfin, façon de parler. Quand vous vivez quelque part, et qu'il suffit d'un sac à dos pour emporter tout ce que vous désirez garder, vous n'avez jamais vraiment habité cet endroit. Elle vit un apron crocheté par une épouse aujourd'hui morte, des rideaux, un papier peint, le porte-pipe d'un mari aujourd'hui décédé, et quelques numéros de La Vie des Sports éparpillés sur la table à café. Sur la cheminée, des photos d'enfants morts. Et assis dans le coin, le petit enfant d'une femme aujourd'hui morte, nu, à l'exception de son slip, toujours assis comme il était assis tout à l'heure. Nadine s'enfuit, trébucha sur le fil de fer qui protégeait le parterre à gauche de la fenêtre et faillit tomber. Elle sauta sur sa Vespa et démarra. Pendant quelques centaines de mètres, elle fila à toute allure, zigzagant entre les voitures qui obstruaient encore ces petites rues, puis elle se calma peu à peu. Lorsqu'elle arriva chez Harold, elle avait un peu retrouvé son calme. Mais elle savait qu'elle ne pourrait plus rester longtemps dans la zone. Si elle ne voulait pas perdre la tête, il fallait qu'elle s'en aille bientôt. L'assemblée, convoquée à l'auditorium Musinger, se passa fort bien. On commença par chanter l'hymne national, mais cette fois la plupart des yeux restèrent secs. L'hymne n'était plus qu'une partie de ce qui allait bientôt devenir un rituel. Dans l'indifférence générale, on décida de créer un comité du recensement dont Sandy Duchien fut chargé. Sandy et 4 assistants se mirent aussitôt à parcourir la salle, comptant les têtes, notant les noms. À la fin de l'assemblée, saluée par des acclamations, elle annonça que la zone libre comptait désormais 814 âmes, et elle promit, un peu à la légère comme on allait le voir, de publier un annuaire complet avant la prochaine assemblée. Un annuaire qu'elle espérait mettre à jour toutes les semaines et où l'on trouverait par ordre alphabétique le nom des habitants, leur âge, leur adresse à Boulder, leur adresse précédente et la profession qu'ils exerçaient autrefois. Mais les arrivées dans la zone furent si nombreuses et erratiques qu'elle eut toujours 2 ou 3 semaines de retard. La question de la durée du mandat des membres du comité de la zone libre fut posée. Après quelques propositions extravagantes, 10 ans pour l'un, à vie pour l'autre, et Larry fit rire tout le monde en précisant qu'il ne s'agissait pas de peine de prison, on adopta finalement un mandat d'1 an. Au fond de la salle, Harry Dubarton agitait la main. Stu lui donna la parole. Harry dut crier à tue-tête pour se faire entendre. « 1 an, c'est peut-être encore trop, dit-il. Je n'ai rien contre les messieurs-dames du comité, je trouve qu'ils font un sacré bon boulot. » Cris enthousiastes et applaudissements. Mais on va perdre les pédales si on continue à être de plus en plus nombreux. Glenn leva la main et Stu lui donna la parole. « Monsieur le Président, la question n'est pas à l'ordre du jour, mais je crois que Monsieur Dubarton vient de faire une excellente remarque. »« Évidemment que tu la trouves excellente, le prof, pensa Stu. Tu disais la même chose il y a une semaine. »« Je voudrais proposer la création d'un comité des règles démocratiques pour que nous puissions vraiment remettre en application la Constitution. Je crois que Harry Dubarton devrait être à la tête de ce comité,
et j'en serais volontiers membre, à moins que quelqu'un n'y voie un conflit d'intérêts. Nouveaux applaudissements. À la dernière rangée, Harold se tourna vers Nadine. « Mesdames et messieurs, les fêtes du grand amour sont ouvertes, lui murmura-t-il dans le creux de l'oreille. Elle le regarda avec un sourire mystérieux qui lui donna le vertige. Stu fut élu shérif de la zone libre au rugissement enthousiaste de la foule. « Je ferai de mon mieux avec votre aide, dit-il. Ceux qui m'applaudissent maintenant chanteront peut-être une autre chanson si je les attrape en train de faire des bêtises. Est-ce que vous m'entendez, Rich Moffat ?» Éclat de rire. Rich, saoul comme un cochon, acquiesça de bonne grâce. « Mais je ne vois pas pourquoi nous aurions beaucoup de difficultés, reprit Stu. Pour moi, le travail du shérif consiste surtout à empêcher les gens de se faire du mal. Et aucun de nous ne veut ça. Nous avons déjà eu notre compte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. » La foule l'applaudit longuement. « Le point suivant, dit Stu, a quelque chose à voir avec le travail du shérif. Nous avons besoin d'à peu près 5 hommes pour former un comité législatif. Sinon, je vais me sentir plutôt mal à l'aise si je dois mettre quelqu'un au violon. Y a-t-il des candidatures ? » « Et le juge » cria quelqu'un. « Ah oui, le juge, c'est vrai » hurla un autre. Les têtes se tournèrent pour voir le juge se lever et accepter sa nomination dans le style rococo qui était le sien. On murmurait dans la salle. On racontait une fois de plus comment le juge avait crevé le ballon du cinglé aux soucoupes volantes. Des bruits de papier froissé, tandis que les gens posaient leur ordre du jour sur leurs genoux pour applaudir. Les yeux de Stu rencontrèrent ceux de Glenn. « Quelle barbe, nous aurions dû y penser. »« Mais il n'est pas là, dit quelqu'un. »« Est-ce que quelqu'un l'a vu » lança Lucie, inquiète. Larry lui lança un regard appuyé, mais elle cherchait toujours le juge dans la salle. « Moi, je l'ai vu !» C'était Teddy Weisac qui se levait au fond de l'auditorium. Il avait l'air nerveux et essuyait fébrilement ses lunettes cerclées de fer avec un grand mouchoir. Les questions fusèrent. « Où ça, Teddy ? Où tu l'as vu ? En ville ? Qu'est-ce qu'il faisait ?» Ce barrage de questions le mettait manifestement mal à l'aise. Stu s'empara de son maillet de président. « Mesdames et messieurs, silence, s'il vous plaît. »« Je l'ai vu il y a 2 jours, reprit Weisac. Il était dans une Land Rover et il m'a dit qu'il allait passer la journée à Denver. Il ne m'a pas expliqué pourquoi. On a fait une blague ou deux, il avait l'air en très grande forme et c'est tout ce que je sais. » Il se rassit, rouge comme une pivoine, essuyant toujours ses lunettes. Une fois de plus, Stu dut rappeler l'assemblée à l'ordre. « Je regrette que le juge ne soit pas là, dit Stu. Il aurait été un candidat idéal, mais puisqu'il n'est pas là, qui veut présenter une autre candidature ?»« Ah non, on ne peut pas en rester là, protesta Lucie en se levant. Elle portait un ensemble en jean très ajusté qui alluma des regards intéressés chez la plupart des mâles présents dans l'assistance. « Le juge Faris est un très vieil homme, reprit-elle. S'il était malade à Denver, et s'il ne pouvait pas rentrer ?»« Lucie, dit Stu, Denver est une très grande ville. » Un étrange silence s'empara de la salle, tandis que tous réfléchissaient à ce que Stu venait de dire. Lucie se rassit, toute pâle. Larry la prit par les épaules. Son regard croisa celui de Stu, mais Stu détourna la tête. On proposa, sans grand enthousiasme, de différer l'étude de la question de la création d'un comité législatif jusqu'au retour du juge. La proposition fut rejetée après 20 minutes de délibération. Il y avait un autre juriste dans la zone, un jeune homme de 26 ans, Al Bundle, qui était arrivé tard dans l'après-midi avec le groupe du docteur Richardson. Il accepta le poste de président qu'on lui offrait, déclarant qu'il espérait bien que personne ne ferait rien de trop grave au cours du prochain mois, car il faudrait certainement plusieurs semaines pour mettre en place un système judiciaire dont les juges seraient nommés à tour de rôle. Le juge Faris fut élu membre du comité, malgré son absence. Brad Kirchner, très nerveux, un peu ridicule en costume et cravate, s'approcha du podium, laissa tomber les feuilles où il avait noté ce qu'il voulait dire, les ramassa sans parvenir à les remettre dans le bon ordre, et se contenta d'annoncer qu'il espérait rétablir l'électricité le 2 ou le 3 septembre. La nouvelle fut accueillie avec un tel enthousiasme qu'il reprit un peu confiance en lui et termina en beauté. On lui vit même bomber un peu le torse lorsqu'il descendit de l'estrade. Ce fut ensuite le tour de Chad Norris, et Stu dit plus tard à Franny qu'il avait abordé le sujet exactement comme il fallait. Que c'était par simple décence qu'on enterrait les morts,
que personne ne se sentirait complètement en paix tant que ce ne serait pas fait. Et si on pouvait terminer avant l'automne et la saison pluvieuse, tant mieux. Il demanda 2 ou 3 volontaires. Il aurait pu en avoir 3 douzaines s'il avait voulu. Puis il termina en invitant les membres de son équipe à se lever pour qu'on les applaudisse. Harold se leva une fraction de seconde et se rassit aussitôt. Plus tard, certains sortirent de l'auditorium en se disant que ce type était malin comme un singe, mais que ça ne lui montait vraiment pas à la tête. En réalité, Nadine lui avait murmuré des choses coquines à l'oreille, et il n'avait pas eu envie de rester debout trop longtemps, car un piquet de tente, de longueur non négligeable, s'était dressé tout seul sous sa braguette. Lorsque Norris descendit du podium, Ralph vint prendre sa place pour annoncer que la zone avait enfin son médecin. George Richardson se leva, nombreux applaudissements. Richardson fit le signe de la paix avec les 2 mains, et ce fut un tonnerre de hurlements de joie. Il leur annonça que 60 personnes allaient encore arriver dans les prochains jours, selon ses renseignements. « Bon voilà, nous en avons terminé avec l'ordre du jour, annonça Stu. Je voudrais que Sandy du chien revienne ici pour nous dire combien nous sommes. Mais auparavant, y a-t-il d'autres questions dont vous voudriez parler ce soir ?» Il attendit. Il voyait le visage de Glenn dans la foule, celui de Stu, de Larry et de Nick, et naturellement de Franny. Ils avaient tous l'air un peu tendus. Si quelqu'un voulait parler de Flagg, voulait demander au comité ce qu'il pensait à propos de lui, c'était le moment de le faire. Mais ce fut le silence. Et au bout de 15 secondes, Stu donna la parole à Sandy, qui annonça ses résultats, salués par des acclamations. Et tandis que les gens commençaient à sortir, Stu se dit « Eh bien, on s'en est sorti, encore une fois. » Plusieurs vinrent le féliciter après la séance, notamment le nouveau médecin. « Vous vous en êtes très bien tiré, shérif, » dit Richardson. Un instant, Stu faillit regarder derrière lui pour voir à qui Richardson pouvait bien parler, puis il se souvint. Et il eut peur tout à coup. Lui, faire respecter la loi? Il n'était qu'un imposteur. 1 an, se dit-il, 1 an, pas davantage. Mais il avait encore peur. Stu, Fran, Suzanne et Nick revinrent à pied au centre-ville. Leurs pas résonnaient sur le trottoir de ciment quand ils traversèrent le campus de l'université en direction de Broadway. Autour d'eux, d'autres rentraient chez eux en bavardant. Il était près de 9h30. « Il fait froid, dit Fran. J'aurais dû prendre mon blouson. » Nick fit un signe de tête. Il sentait le froid, lui aussi. Les soirées étaient toujours fraîches à Boulder. Même cette nuit, il ne faisait certainement pas plus de 10 degrés. Ce qui voulait dire que cet étrange et terrible été touchait à sa fin. Pour la énième fois, il se dit qu'il aurait préféré que le dieu ou la muse de Mère Abigail choisisse plutôt Miami ou New Orleans. Mais ça n'aurait sans doute pas été le paradis, à bien y réfléchir. Beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie et beaucoup de cadavres. Au moins, le temps était sec à Boulder. « J'en ai presque fait dans mon froc quand ils ont demandé que le juge fasse partie du comité, dit Stu. Nous aurions dû prévoir le coup. » Franny hocha la tête et Nick griffonna rapidement quelques mots sur son bloc-notes. « Je suis bien d'accord. Les gens vont aussi regretter Tom et Dinah, mais c'est la vie. »« Est-ce que tu crois qu'ils vont avoir des soupçons, Nick ?» demanda Stu. Nick hocha la tête et écrivit. « Ils vont se demander s'ils ne sont pas partis à l'ouest, pour de vrai. » Nick sortit son briquet et fit brûler la feuille de papier. « C'est difficile à avaler, » dit finalement Stu. « Tu crois vraiment ?» Suzanne répondit pour Nick. « Bah oui, naturellement, et Nick a raison. Qu'est-ce qu'il pourrait croire d'autre? Que le juge Faris est allé à Disneyland ?» « En tout cas, on a eu de la chance qu'il n'ait pas parlé ce soir de ce qui se passe à l'ouest, » soupira Fran. « Tu peux le dire, » écrivit Nick. « La prochaine fois, je crois que nous devrons prendre le taureau par les cornes. C'est pourquoi je voudrais que nous retardions autant que possible la prochaine assemblée générale. 3 semaines peut-être. Vers le 15 septembre. »« Oh oui, on pourra tenir jusque-là, » répondit Suzanne. « Si Brad réussit à remettre la centrale en marche. »« Oh, je suis sûr qu'il réussira, » dit Stu. « Bon allez, je rentre, » dit Suzanne. « J'ai une grosse journée demain. Dinah s'en va, et je vais aller avec elle jusqu'à Colorado Springs. »« Es-tu sûr que c'est bien prudent ?» demanda Fran. « C'est moins dangereux pour elle que pour moi, » répondit-elle en haussant les épaules. « Et comment est-ce qu'elle l'a pris ?» questionna Fran. « Tu sais, c'est une drôle de fille, » répondit Suzanne. « Elle était très forte en sport à l'université. Tennis, natation, mais elle faisait un peu de tout. Elle s'est inscrite dans une petite université locale, en Géorgie,
Et pendant les 2 premières années, elle a continué à sortir avec un type qu'elle avait connu au lycée. Un baraqué, blouson de cuir et tout le reste. Moi, Tarzan, toi, Jane. Alors fout le camp à la cuisine et frotte les casseroles. Et puis sa compagne de chambre, une féministe dans le genre costaud elle aussi, l'a traînée à 2 ou 3 réunions de sensibilisation des femmes, comme on disait à l'époque. Et elle est devenue encore plus férocement féministe que sa camarade, devina Fran. Oui, d'abord féministe, mais ensuite lesbienne, précisa Suzanne. Stu s'arrêta, comme si la foudre l'avait frappé. Franny le regarda, en retenant un sourire ironique. Attention, réveille-toi, dit Fran. Descends de ton nuage, tu vas prendre froid aux dents si tu restes la bouche ouverte. Stu referma la bouche en faisant claquer ses dents. Elle a annoncé la bonne nouvelle à son petit ami, reprit Suzanne, l'homme des cavernes, lequel s'est mis en pétard et lui a sauté dessus avec un fusil. Elle l'a désarmé, le grand tournant de sa vie, selon elle. Elle m'a raconté qu'elle avait toujours su qu'elle était plus forte que lui, elle le savait intellectuellement, mais qu'il a fallu qu'elle le désarme pour le sentir vraiment dans ses tripes. « Est-ce que tu veux dire qu'elle déteste les hommes » demanda Stu en regardant Suzanne d'un air soupçonneux. Suzanne secoua la tête. « Non, répondit-elle, elle est bi maintenant. »« Bi quoi » demanda Stu. « Eh bien, à voile et à vapeur, avec les hommes ou avec les femmes, Stuart, répondit Suzanne. J'espère que tu ne vas pas demander qu'on crée un comité de la moralité publique. Oh non, j'ai assez de soucis comme ça, sans chercher à savoir qui couche avec qui, grogna Stu, pour le plus grand plaisir de ses compagnons. Si j'ai posé la question, c'est simplement que je ne veux pas qu'elle aille là-bas, comme si elle partait en croisade. Nous avons besoin de ses yeux, là-bas, pas de sa guérilla. C'est un travail de belette, pas de lionne. Oh, mais elle le sait très bien, répondit Suzanne. Fran m'a demandé comment elle avait réagi quand je lui ai demandé si elle acceptait d'aller là-bas pour espionner. Et elle a très bien réagi. D'abord, elle m'a rappelé que si nous étions restés avec ces hommes... tu te souviens du jour où on s'est rencontrés, Stu ? Il acquiesça d'un mouvement du menton. Eh bien, si nous étions restés avec eux, nous serions mortes, ou nous serions de toute façon à l'ouest, parce que c'est dans cette direction qu'ils allaient. En tout cas, quand ils étaient assez sobres pour lire les panneaux indicateurs. Et elle m'a dit qu'elle se demandait quelle était sa place dans la zone, et qu'elle avait deviné que cette place, c'était hors de la zone, justement. Et elle a dit... Elle a dit quoi demanda Fran. Eh bien, elle a dit qu'elle essaierait de revenir, reprit Suzanne d'une voix rauque. Le reste était une affaire entre elle et Daïna. Personne ne devait être au courant, pas même les membres du comité. Daïna partait à l'ouest, avec un couteau à cran d'arrêt attaché sur son avant-bras au moyen d'une pince à ressort. Lorsqu'elle basculait le poignet, le ressort se déclenchait et, vlan, elle se retrouvait tout à coup avec un 6e doigt de 25 cm de long à double tranchant. Daïna avait l'impression que la plupart des autres, des hommes en tout cas, n'auraient pas compris. « Si c'est un vrai dictateur, avait dit Daïna, alors il est peut-être la seule chose qui les unit. Et s'il n'est plus là, ils commenceront peut-être à se chamailler et à se battre. S'il meurt, leur organisation s'effondrera peut-être toute seule. Et si je m'approche de lui, Suzanne, il a intérêt à avoir son démon gardien à côté de lui. »« Mais ils vont te tuer, Daïna, avait dit Suzanne. »« Peut-être, peut-être pas, avait-elle répondu. Ça vaudra quand même la peine d'essayer, juste pour le plaisir de voir ses tripes dégoulinées par terre. » Suzanne aurait pu l'arrêter, peut-être, mais elle n'avait pas essayé. Elle s'était contentée de faire promettre à Daïna qu'elle s'en tiendrait au scénario convenu, à moins qu'une occasion pratiquement parfaite ne se présente. Daïna avait accepté, et Suzanne ne pensait pas que son amie puisse avoir cette chance. Flag serait bien gardé. Pourtant, depuis 3 jours qu'elle parlait à son amie de sa mission, Suzanne avait du mal à dormir. « Bon, dit-elle aux autres, je rentre me coucher. Bonsoir tout le monde. » Elle s'éloigna, les mains enfoncées dans les poches de sa vareuse militaire. « On dirait qu'elle a vieilli, dit Stu. » Nick écrivit quelque chose et tendit son bloc à Stu et à Fran. « Nous avons tous vieilli. » Le lendemain matin, Stu se rendait à la centrale électrique lorsqu'il rencontra Suzanne et Daïna qui descendaient le boulevard Canyon en moto. Il leur fit signe et elles s'arrêtèrent. Daïna n'avait jamais été aussi jolie, pensa-t-il. Elle avait noué ses cheveux en arrière avec un foulard de soie vert vif. Un long manteau de cuir, qu'elle portait ouvert, laissait voir son jean et une chemise de batiste. Un sac de couchage était attaché sur son porte-bagages.
Stuart cria-t-elle, en lui faisant un grand signe de la main, toute souriante. Lesbienne, se dit-il, je suis pas du tout convaincu. On m'a dit que tu partais faire un petit voyage, dit-il. Oui, c'est exactement ça, répondit-elle. Mais tu ne m'as pas vu. Non, répondit Stu, jamais. Tu veux une cigarette? Dinah prit une Marlboro et approcha ses 2 mains de l'allumette qu'il lui tendait. Fais attention, lui dit-il. Tu peux compter sur moi, dit-elle. Et reviens, ajouta-t-il. J'espère, dit Dinah. Ils se regardèrent dans la lumière crue de ce matin d'arrière-saison. Tu t'occuperas bien de Franny, hein demanda-t-elle. Oui, compte sur moi. Et n'y va pas trop fort quand tu seras shérif. Oh, pas de danger, dit Stu. Elle jeta sa cigarette. On y va, Suzanne? Suzanne lui fit un signe de tête et posa le pied sur la pédale en s'efforçant de s'ouvrir. Dinah, l'appela-tu? Elle se retourna et il l'embrassa doucement sur la bouche. Bonne chance, dit-il. Tu sais bien que tu dois m'embrasser 2 fois pour me souhaiter bonne chance, répondit-elle en souriant. Tu avais oublié? Il l'embrassa une fois encore, plus lentement, plus généreusement. Elle, lesbienne, il se posait vraiment des questions. Franny a bien de la chance, dit Dinah. Tu peux le lui dire de ma part. Tout sourire, ne sachant plus quoi dire, Stu recula. 2 rues plus loin, un des camions orange du comité des inhumations traversa le carrefour comme un mauvais présage. Le charme était rompu. Allez, on y va, dit Dinah. Haut les cœurs. Elles s'en allèrent, et Stu, debout sur le trottoir, les regarda s'éloigner. Susan Stern revint 2 jours plus tard. À Colorado Springs, dit-elle, elle avait vu Dinah s'en aller vers l'ouest. Elle l'avait regardée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un point perdu dans l'immensité immobile du paysage. Puis elle avait un peu pleuré. La première nuit, Suzanne avait campé à Monument, et elle s'était réveillée aux premières heures du matin, glacée par un gémissement qui semblait sortir d'un tuyau sous la route de terre près de laquelle elle s'était installée. Prenant son courage à 2 mains, elle avait braqué sa lampe électrique à l'intérieur du tuyau et avait découvert un petit chiot squelettique qui tremblait à faire pitié. Il semblait avoir à peu près 6 mois. Quand elle voulut le prendre, il recula. Le tuyau était trop petit pour qu'elle puisse s'y glisser. Elle était finalement retournée à Monument et était entrée dans l'épicerie du petit village, puis était revenue aux premières lueurs de l'aube avec un sac plein de boîtes pour chiens. La manœuvre avait réussi. Le chiot était revenu avec elle, blotti dans l'une des sacoches de sa moto. Le chiot fit la joie de Dick Ellis. C'était un setter irlandais, pur ou presque, une femelle. Quand elle serait plus âgée, Kojak serait certainement très heureux de faire sa connaissance. La nouvelle se répandit dans la zone libre, et les nouveaux Adam et Ève canins firent oublier Mère Abigail. Suzanne fut l'héroïne du jour, et à la connaissance des membres du comité, personne ne se demanda ce qu'elle faisait à Monument cette nuit-là, loin au sud de Boulder. Mais c'est de ce matin, où les 2 femmes partirent de Boulder, que Stu se souvint, ce matin où il les avait vues s'éloigner dans la direction de l'autoroute Denver-Boulder, car personne dans la zone ne revit jamais plus Dinah Jurgens. On était le 27 août, la nuit tombait et Vénus brillait dans le ciel. Nick, Ralph, Larry et Stu s'assirent sur le perron de la maison de Tom Cullen. Sur la pelouse, Tom jouait au croquet en poussant des hurlements. « C'est le moment !» écrivit Nick. À voix basse, Stu demanda s'il allait falloir l'hypnotiser à nouveau. Nick secoua la tête. « Oh, tant mieux, dit Ralph. Je ne crois pas que j'en serais capable. Tom, appela-t-il en haussant la voix. Tommy, viens par ici. Tom arriva en courant, souriant de toutes ses dents. Tommy, c'est l'heure d'y aller. Le sourire de Tom s'évanouit. Pour la première fois, il parut remarquer qu'il commençait à faire noir. Partir? Maintenant? Oh putain non! Quand il fait noir, Tom va au lit. Oh putain oui, il va au lit. Tom n'aime pas être dehors quand il fait noir, à cause des croque-mitaines. Il se tut. Les autres le regardaient, gênés. Tom s'était enfermé dans un silence morose. Il en sortit, mais pas à sa manière habituelle. Ce ne fut pas cette renaissance soudaine, la vie qui revenait tout à coup, mais un réveil lent, hésitant, presque triste. « Partir à l'ouest » dit-il. « Vous voulez dire, c'est le moment pour ça ?» Stu posa la main sur son épaule. « Oui, Tom, si tu peux. »
Sur la route demanda Tom. Ralph sentit sa gorge se nouer. Il étouffa un sanglot et alla se réfugier derrière la maison. Tom ne parut pas s'en rendre compte. Il regardait Stu et Nick. Voyager la nuit, dormir le jour. Et très lentement, dans le noir, Tom ajouta et voir l'éléphant. Nick hocha la tête. Larry alla chercher le sac de Tom qui attendait à côté des marches. Tom passa les bretelles sur ses épaules, distraitement, comme dans un rêve. « Tu vas bien faire attention, Tom, dit Larry, d'une voix étranglée par l'émotion. « Attention? Oh putain, oui !» Stu se demanda un peu plus tard s'ils auraient dû donner à Tom une petite tente. Mais non. Tom n'aurait jamais été capable de monter ne serait-ce qu'une petite tente. « Nick, murmura Tom, il faut vraiment ?» Nick le prit par le cou et hocha lentement la tête. « Ah bon, fit Tom. »« Reste sur la grande route, Tom, expliqua Larry. La route où tu vois le chiffre 70. Ralph va t'emmener en moto pour le début. »« Oh oui, Ralph !» Ralph revenait de derrière la maison. Il s'essuyait les yeux. « Tu es prêt, Tom ?» demanda-t-il d'une voix un peu bourrue. « Eh, Nick, ce sera encore ma maison quand je vais revenir. » Nick hocha vigoureusement la tête. « Tom adore sa maison. Oh putain, oui !»« Oh, nous le savons, Tommy, » dit Stu. Il sentait des larmes chaudes couler au fond de sa gorge. « Alors ça va, je suis prêt. C'est qui m'emmène ?»« C'est moi, Tom, » répondit Ralph. « Jusqu'à l'autoroute 70, tu te souviens ?» Tom fit signe que oui, et s'avança vers la moto de Ralph. Au bout d'un moment, Ralph le suivit, les épaules basses. Même la plume de son chapeau n'avait plus son petit air guilleret. Il monta sur sa moto et démarra. Un moment plus tard, ils étaient sur Broadway et tournaient à l'est. Les autres regardèrent la lumière du phare s'éloigner dans le crépuscule pourpre. Puis la lumière disparut derrière un motel. Ils étaient partis. Nick s'en alla, tête basse, les mains dans les poches. Stu voulut le rejoindre, mais Nick secoua la tête presque violemment et lui fit signe de le laisser seul. Stu revint auprès de Larry. « Et voilà, » dit Larry. Stu hocha la tête d'un air malheureux. « Est-ce que tu crois qu'on va le revoir, Larry ?» demanda Stu. « Si on ne le revoit pas, nous aurons tous du mal à manger et à dormir pour le restant de notre vie. À part Fran, peut-être. Elle était contre cette décision. »« Oui, surtout Nick, dit Stu. »« Oui, surtout Nick, approuva Larry. » Ils regardèrent Nick, qui descendait lentement Broadway, disparaissant peu à peu, perdu dans l'ombre qui grandissait autour de lui. Puis, silencieux, ils regardèrent longuement la maison de Tom, où plus une lumière ne brillait. « Partons d'ici, dit Larry tout à coup. Je pense à tous ces animaux empaillés, j'en ai des frissons dans le dos. » Quand ils partirent, Nick était revenu tout près de la maison de Tom, mains dans les poches, tête baissée. George Richardson, le nouveau médecin, s'était installé au centre médical de Dakota Ridge, tout proche de l'hôpital de Boulder, avec son matériel médical, sa pharmacie et ses salles d'opération. Le 28 août, il était déjà au travail, assisté de Laurie Constable et de Dick Ellis. Dick avait demandé qu'on l'autorise à quitter le monde de la médecine, permission refusée. « Vous faites un excellent travail, » lui avait dit Richardson. « Vous avez beaucoup appris et vous allez encore apprendre. Il y a trop de travail pour moi tout seul. Nous allons être complètement débordés si nous n'avons pas un autre médecin dans un mois ou deux. Alors toutes mes félicitations, Dick. Vous êtes le premier assistant médical de la zone. Vous pouvez l'embrasser, Laurie. » Et Laurie s'était exécutée. Vers 11 heures du matin, Fran entra dans la salle d'attente et regarda autour d'elle, curieuse et un peu nerveuse. Laurie, assise derrière son bureau, lisait un vieux numéro de Maison et Château. « Bonjour, Fran, dit-elle en sursautant. « Je savais que tu viendrais tôt ou tard. George est occupé avec Candy Jones en ce moment, mais il va te recevoir tout de suite. Comment vas-tu ?»« Plutôt bien, merci, répondit-elle. Je crois... » Mais la porte d'une des salles d'examen s'ouvrit, et Candy Jones sortit derrière un homme de haute taille, les épaules voûtées, vêtu d'un pantalon en velours côtelé et d'un polo décoré d'un petit crocodile. Candy regardait d'un air soupçonneux le flacon rempli d'un liquide rose qu'elle tenait à la main. « Vous êtes sûr que c'est bien ça ?» demanda-t-elle au docteur. « C'est la première fois, et je croyais être immunisée. »« Eh bien, vous ne l'êtes pas, et vous l'avez attrapé, » répondit Georges avec un grand sourire. « Et n'oubliez pas les bains d'amidon et évitez de marcher dans l'herbe haute. » Elle sourit d'un air un peu piteux.
Jack l'a attrapé, lui aussi. Est-ce qu'il doit venir vous voir demanda-t-elle. Non, répondit le toubib, mais rien ne vous empêche de prendre vos bains d'amidon en famille. Candy hocha la tête d'un air lugubre. C'est alors qu'elle vit Fran. Ah, salut, Fran. Comment ça va? Oh, pas mal, et toi répondit-elle. Oh, très très mal, répondit Candy, en lui montrant le flacon pour que Fran puisse lire l'étiquette. Caladril. J'ai touché du sumac vénéneux, et tu ne vas sûrement pas deviner où ça me pique, ajouta-t-elle, avec un grand sourire cette fois. Mais tu vas sûrement deviner où ça pique Jack. Elles se regardèrent en riant. Mademoiselle Goldsmith, dit George, membre du comité de la zone libre, très honorée. Elle tendit la main. Oh, appelez-moi Fran, s'il vous plaît, ou Franny. Bon, d'accord, Franny. Alors, quel est le problème? Eh bien, je suis enceinte, et j'ai drôlement peur. Puis elle éclata en sanglots, sans autre préambule. George la prit par les épaules. Laurie, je vais avoir besoin de toi dans 5 minutes, dit le docteur. Entendu, répondit-elle. Il conduisit Franny dans la salle d'examen et la fit asseoir sur une table recouverte de simili-cuir noir. Alors pourquoi ces larmes, Fran? À cause des jumeaux de Madame Wentworth? Franny fit signe que oui. Oh, c'était un accouchement difficile, Fran. La mère fumait beaucoup. Les bébés étaient très petits, même pour des jumeaux. Ils sont arrivés en début de soirée, très vite, et je n'ai pas pu faire d'autopsie. Plusieurs femmes de notre groupe s'occupent de Regina Wentworth. Je crois, j'espère, qu'elle va réussir à sortir de cet état de fugue mentale où elle se trouve maintenant. Mais pour le moment, tout ce que je peux dire, c'est que ces bébés avaient 2 handicaps dès le départ. Ils ont pu mourir de n'importe quoi. Y compris de la grippe, dit Fran. Oui, c'est exact, dit le docteur. Alors, il faut simplement attendre, dit Fran. Non, pas du tout, répondit le docteur. Je vais vous faire un examen complet. Je vais vous suivre, comme toutes les autres femmes qui pourraient être enceintes maintenant ou qui le seront plus tard. General Electric avait un slogan. Notre principal produit est le progrès. Dans la zone, les bébés sont notre principal produit et nous allons les traiter comme il faut. Mais vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé, dit Fran. Non, c'est vrai, répondit Richardson. Mais il ne faut pas vous décourager, Fran. Oui, vous avez raison, répondit-elle. Je vais essayer. On frappa à la porte et Laurie entra. Elle remit à George un formulaire et le médecin commença à questionner Fran sur ses antécédents médicaux. L'examen terminé, George sortit dans la pièce attenante. Laurie resta avec Fran pendant qu'elle se rhabillait. Fran boutonnait son chemisier quand Laurie lui dit d'une voix tranquille. « Je t'envie, tu sais, malgré ce doute. Dick et moi, nous avons tout fait pour avoir un bébé. C'est drôle. Autrefois, je portais un de ces macarons population 0 au travail. Croissance 0, naturellement. Mais quand je pense à ce macaron aujourd'hui, ça me fait froid dans le dos. Franny, ton bébé va être le premier, et je sais que tout se passera bien. Il le faut. » Fran se contenta de sourire. Inutile de rappeler à Laurie que son bébé n'allait pas être le premier. Les jumeaux de Madame Wentworth avaient été les premiers, et ils étaient morts. « Parfait, dit George une demi-heure plus tard. Tout se présente très bien. » Fran prit un Kleenex et le serra très fort dans sa main. « Je l'ai senti bouger, dit-elle, mais il y a déjà quelque temps, et depuis, rien du tout. J'ai peur. »« Oh, il est vivant, dit le toubib. Mais je doute vraiment que vous l'ayez senti bouger, vous savez. C'était sans doute des gaz. »« Oh non, c'était le bébé, j'en suis sûr, dit Fran. Oh, de toute façon, il va beaucoup remuer dans quelque temps, croyez-moi. Vous devriez être maman entre le 1er janvier et le 15. Qu'est-ce que vous en pensez? »« C'est parfait, dit-elle. »« Est-ce que vous mangez bien? »« Oh oui, je crois. J'essaye en tout cas. »« Bon, vous n'avez pas de nausées? »« Oh si, un peu au début, mais plus maintenant. »« Magnifique. Est-ce que vous prenez beaucoup d'exercices? » En un éclair, elle se vit en train de creuser la tombe de son père. Elle cligna les yeux pour chasser cette vision. C'était dans une autre vie. « Oh oui, beaucoup, répondit-elle. »« Est-ce que vous avez pris du poids? »« 2 kilos, je crois. »« Bien. Vous pourrez encore prendre au moins 5 kilos. Je me sens généreux aujourd'hui. »« Oh, c'est vous le médecin? » dit-elle en souriant. « Oui, j'étais obstétricien, si bien que vous ne pouviez pas tomber mieux. Maintenant, pour la bicyclette, la moto ou le vélomoteur, interdiction formelle. Disons après le 15 novembre.
De toute façon, il fera trop froid. Et est-ce que vous fumez? Non. Est-ce que vous buvez? Pas vraiment, dit-elle. Si vous voulez prendre un petit verre avant de vous coucher de temps en temps, aucune objection. Je vais vous donner des vitamines. Vous les dénicherez dans n'importe quelle pharmacie. Franny éclata de rire. Georges sourit, un peu désarçonné. J'ai dit quelque chose de drôle? Non, dit Fran. J'ai simplement trouvé ça drôle, vu les circonstances. Ah oui, je vois, répondit-il. Mais bon, en tout cas, on ne se plaindra plus du prix des médicaments, n'est-ce pas? Et une dernière chose, Fran. Avez-vous jamais eu un stérilet? Non, pourquoi? Demanda Fran, qui se souvint alors de son rêve. L'homme noir avec son cintre en fil de fer, et elle frissonna. Non, répéta-t-elle. Bon, très bien, c'est tout, dit le médecin en se levant. Je ne vais pas vous dire de ne pas vous inquiéter. Non, c'est inutile, dit Fran. Le sourire avait disparu de ses yeux. Mais je vais vous demander quand même de ne pas trop vous faire de soucis. L'anxiété chez une femme enceinte peut provoquer des désordres glandulaires, et ce n'est pas bon pour le bébé. Je n'aime pas donner des tranquillisants aux femmes enceintes, mais si vous croyez... Oh non, 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 ce ne sera pas nécessaire, dit Fran. Mais lorsqu'elle sortit sous le chaud soleil de midi, elle savait que la seconde moitié de sa grossesse allait être hantée par les jumeaux disparus de Madame Wentworth. Le 29 août, 3 groupes arrivèrent, l'un de 22 personnes, l'autre de 16 et le dernier de 25. Sandy Duchien alla voir les 7 membres du comité pour leur dire que la zone libre comptait désormais plus de 1000 habitants. Boulder n'était plus tout à fait une ville fantôme. Dans la soirée du 30, Nadine Cross était debout dans le sous-sol de la maison d'Harold. Elle regardait le jeune homme et se sentait mal à l'aise. Quand Harold n'était pas occupé à ses jeux sexuels biscornus, il semblait se réfugier dans un lieu secret et inaccessible. Et lorsqu'il était dans ce lieu, il donnait l'impression d'être glacial. Plus encore, il semblait la mépriser, même se mépriser lui-même. La seule chose qui ne changeait pas, c'était sa haine de Stuart Redman et des autres membres du comité. Harold était penché au-dessus du baby-foot, un livre ouvert à côté de lui. De temps en temps, il regardait un schéma, puis se remettait au travail. La trousse d'outils de sa belle Triomphe était ouverte sur sa droite. Le baby-foot était semé de petits bouts de fil de cuivre. « Tu sais, dit Harold d'une voix absente, tu devrais aller te promener. »« Pourquoi » demanda-t-elle. Elle se sentit un peu blessée. Le visage d'Harold était tendu, crispé. Nadine comprenait maintenant pourquoi Harold souriait autant. Quand il ne souriait pas, il avait l'air d'un fou, et elle n'était pas loin de penser qu'il était effectivement fou, ou presque. « Parce que je ne sais pas si cette dynamite est vieille ou pas, » dit Harold. « Mais qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-elle. « La vieille dynamite sue, ma chère petite. » Il leva les yeux vers elle, et elle vit que son visage ruisselait de sueur. « Et ce qu'elle sue est de la nitroglycérine pure, » ajouta-t-il, « l'une des substances les plus instables qui existent. Alors, si cette dynamite n'est pas de la dernière jeunesse, il est tout à fait possible que cette petite expérience de chimiste amateur nous expédie jusqu'en haut du mont Flagstaff, et même plus loin encore, jusqu'au pays d'Oz. »« Bon, d'accord, mais c'est pas la peine de faire la gueule pour autant, » dit Nadine. « Oh, Nadine, mis à mort !»« Quoi ?» fit-elle. Harold la regarda calmement, sans sourire. « Ferme ta sale gueule !» Ce qu'elle fit. Mais elle ne sortit pas se promener, même si elle n'eût pas demandé mieux. Si Flagg voulait vraiment cela, et la planchette lui avait dit que Flagg avait chargé Harold de s'occuper du comité, la dynamite ne serait pas trop vieille. Et même si elle était vieille, elle n'exploserait qu'au moment voulu. Mais était-ce bien sûr? À quel point Flagg était-il maître des événements? Suffisamment, se dit-elle. Oh oui, suffisamment. Mais elle n'en était pas sûre, et se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle était revenue chez elle, mais Joe était parti pour de bon cette fois. Elle était allée voir Lucie, qui l'avait reçue avec froideur, mais elle était restée suffisamment longtemps pour apprendre que depuis qu'elle s'était installée avec Harold, Joe, Lucie l'appelait naturellement Léo, avait pas mal régressé. Manifestement, Lucie l'en rendait responsable. Si une avalanche déboulait un jour du mont Flagstaff, ou si un tremblement de terre ouvrait en deux la rue Pearl, Lucie l'en rendrait probablement responsable aussi. Il est vrai que bientôt, il ne manquerait pas de choses à leur mettre sur le dos, à elle et à Harold. Pourtant, elle était bien déçue de ne pas avoir revu Joe une dernière fois.
de ne pas l'avoir embrassée pour lui dire au revoir. Harold et elle n'allaient plus traîner très longtemps dans la zone libre de Boulder. « Tant pis, se dit-elle, il vaut mieux couper les ponts une fois pour toutes avec lui, maintenant que tu t'es embarqué dans cette horreur. Tu ne lui ferais que du mal, et tu te ferais sans doute du mal à toi aussi, parce que Joe voit les choses, il sait les choses. Laisse-le ne plus être Joe, laisse-toi ne plus être maman Dadine. Laisse-le redevenir Léo, pour toujours. » Mais il y avait là un paradoxe inéluctable. Elle était convaincue qu'aucun des habitants de la zone n'avait plus d'1 an à vivre, y compris le jeune garçon. Si ce n'était pas sa volonté qu'il vive. Allons, dis la vérité, Harold n'est pas son seul instrument, et ni toi non plus. Toi qui as dit un jour que le seul péché impardonnable dans le monde de l'après-grippe était de sacrifier une seule vie humaine. Tout à coup, elle aurait voulu que la dynamite soit vieille, qu'elle saute, qu'elle les mette en pièces tous les deux. Le coup de grâce. Puis elle pensa à ce qui allait arriver après, lorsqu'ils auraient traversé les montagnes, et elle sentit cette ancienne chaleur lui réchauffer le ventre. « Voilà, dit Harold. Il avait déposé son appareil dans une boîte à chaussures Hush Puppies. « C'est fait, dit Nadine. « Oui, c'est fait. Et est-ce que ça va marcher ?»« Hein, tu veux essayer ?» demanda-t-il. Sa voix était amère et sarcastique, mais elle s'en moquait bien. Les yeux du jeune homme caressaient goulûment son corps avec cette anxiété avide de petit garçon qu'elle avait appris à connaître. Il était revenu de ce lieu lointain, le lieu où il avait écrit ce qu'elle avait lu dans son registre avant de le remettre en place sous la pierre du foyer. Elle savait comment le prendre maintenant. Il pouvait bien parler. « Est-ce que tu voudrais d'abord me regarder m'amuser toute seule ?» demanda-t-elle. « Comme hier soir. »« Oh, d'accord, bonne idée, dit Harold. »« Alors on va faire un tour dans la chambre, répondit-elle en battant des paupières. Je monte la première. »« Comme tu veux, répondit-il d'une voix rauque. De petites gouttes de sueur perlaient sur le front d'Harold, mais ce n'était pas la peur qui les avait mises là cette fois-ci. Elle monta donc la première, et elle le sentit regarder sous sa jupe courte de petite fille. Elle n'avait pas de culotte. La porte se referma. La chose que bricolait Harold tout à l'heure était là, dans la pénombre, dans cette boîte à chaussures ouverte, avec un talkie-walkie dont l'arrière était démonté. Des fils le reliaient à 8 bâtons de dynamite. Le livre était encore ouvert. Harold l'avait emprunté à la bibliothèque municipale de Boulder. Le titre « Les 65 meilleurs montages de l'exposition nationale des sciences ». Le diagramme illustrait une sonnette branchée à un talkie-walkie identique à celui qui se trouvait dans la boîte à chaussures. Et sous le diagramme, une légende. 3e prix, Exposition nationale des sciences de 1977, montage de Brian Ball à Rutland, dans le Vermont. Un mot, et la sonnette retentit à 20 kilomètres. Quelques heures plus tard, Harold descendit au sous-sol, ferma la boîte à chaussures et remonta à l'escalier en la portant avec précaution. Puis il la posa sur l'étagère supérieure d'un placard de la cuisine. Ralph lui avait dit dans l'après-midi que le comité de la zone libre avait invité Chad Norris à prendre la parole à sa prochaine réunion. « Quel jour ?» avait demandé Harold d'un air détaché. « Le 2 décembre » avait répondu Ralph. Le 2 décembre.